On passe maintenant directement, sans trop tarder, à nos conférenciers, à nos honorables conférenciers qu'on remercie encore une fois pour leur intérêt ou bien l'intérêt qu'ils ont manifesté vis-à-vis de notre conférence. Je passe directement à Madame Suzanne Richard, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Sherbrooke et Montréal au Québec, Canada. Madame Richard est une didacticienne du français et de la communication en français, professeure à la formation initiale des maîtres et à la formation continue, et aussi formatrice d'enseignants. Son domaine d'expertise est la didactique de la lecture, de la littérature, de la grammaire et de l'écriture. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis honorée de participer à cette conférence avec des gens d'un peu partout sur la planète. Merci à l'équipe organisatrice, bien sûr, de cet événement et plus particulièrement à Mostafa qui m'a invité personnellement à participer à cette conférence. Alors, comme Mostafa l'a mentionné dans sa présentation, je ne suis pas une spécialiste des communications. Je me positionne comme simple citoyenne qui observe ce qui se passe, qui tente d'analyser un peu aussi. Voilà, j'ai accès à mon partage. Merci. Alors, pendant que je poursuis mon petit blabla de présentation, je vais aller chercher ma présentation. Donc, je disais, je me positionne devant vous comme une citoyenne qui observe et qui tente de comprendre ce qui se passe et qui tente d'analyser aussi cette communication au fil du temps, au fur et à mesure que la pandémie évolue. Et je remarque, je constate, comme je vous en parlerai à l'aide de mon diaporama qui est en train de se charger, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'écran? Alors, oui, ça fonctionne? C'est bon. OK, merci. Ouais. Alors, voilà. Donc, vous voyez le titre de ma présentation, la COVID-19 au Québec. Quand le confinement incite à suivre les points de presse du gouvernement comme un feuilleton, parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas spécialiste de la communication, je suis didacticienne du français, je me positionne comme telle, comme étant spécialiste des textes et de la langue comme outil pour comprendre et appréhender le monde. Alors, c'est un peu avec cette lunette que je vais tenter de poser un regard critique, un regard analytique sur ce qui se passe autour de nous. Alors, d'abord, je vais préciser le contexte. Alors, pour situer le contexte, je me sers d'ailleurs d'un média qui est fort utile ces jours-ci, qui est La Presse Plus, qui est un quotidien plutôt montréalais qui est disponible sur tablette et qui, chaque jour, donc au quotidien, publie une carte du Canada. Donc, c'est la carte du pays avec les cas qui sont recensés, les morts qui sont comptabilisés dans le pays et la comparaison avec le reste du monde. Donc, vous avez ici le Canada qui, comme vous le savez, est un immense pays en superficie, le deuxième plus grand pays au monde après la Russie, tout juste avant les États-Unis et la Chine, donc presque 10 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 10 millions de kilomètres carrés, assez peu d'habitants. Donc, le Canada est constitué de 10 provinces, dont le Québec, que j'entoure ici. D'où je vous parle aujourd'hui, le Québec qui a une superficie d'1,6 million kilomètres carrés, donc soit 3 fois la France, environ 4 fois le Maroc. Et sur cet immense territoire, comme je le disais, 38 millions d'habitants au Canada, 8,5 millions seulement au Québec.
Alors, juste pour relativiser un peu tous ces chiffres que vous avez devant vous, on a quand même, bon, ce que vous avez devant vous date du 6 mai, comme vous le voyez en haut à gauche de la page. Alors, il y a à ce jour un peu plus de 35 000 cas recensés ici. Or, au fil des jours et même au fil des heures, on peut suivre la situation par différents médias, mais ça en est un, la Presse Plus ici, qui nous donne de l'information. Et ben moi, je suis ici, je vous parle de Montréal, donc vous voyez un peu géographiquement où je suis sur cette carte. Alors tout ça pour mettre un petit peu la table, pour situer le contexte du feuilleton, si on peut dire, hein, comme je vais filer cette métaphore tout au long du diaporama. Alors maintenant qu'on a le temps, les lieux, voyons l'histoire et les personnages principaux. Donc l'histoire, on la connaît, hein, cette pandémie qui nous frappe toutes et tous, qui nous oblige à changer nos habitudes de vie et on ne sait pas pour combien de temps. Donc quelques variantes d'un pays à l'autre à propos des cas confirmés, des premiers cas, du nombre de morts, des tests, comme on le disait juste avant moi. Mais pour tout le monde, hein, vous et moi, ben, le déclencheur, c'est à peu près situé à la même date, c'est-à-dire autour du 11-12 mars, qui correspond pour la majorité des pays, je crois, dans le monde, à un confinement obligatoire ou fortement recommandé selon les pays. Mais c'est autour du 13 mars, donc ici au Québec, qu'on a décidé de confiner et de demander aux gens de ne plus sortir, qu'on a fermé les commerces et les écoles. Alors, à partir de ce moment, la communication est devenue fort importante puisque on était chacun chez soi, obligé à rester chez soi devant son écran et justement, les seuls moyens de communication devenaient la télé, la radio, Internet pour les gens qui ont accès à Internet parce que c'est encore pas tout le monde qui a accès à Internet. Alors, à partir de ce moment, on a eu des points de presse quotidiens. C'est pour ça que je parle de feuilleton, parce que depuis le 13 mars dernier, au Québec, on a le premier ministre que vous voyez ici sur la photo, qui est au centre, qui fait son point de presse quotidien. Vous voyez, le 13 mars, c'était au tout début de la pandémie. Ici, c'était les premiers cas au Québec qui étaient recensés. Alors, les gens sont très près les uns des autres, comme vous pouvez le voir. Si on compare avec un mois plus tard, vous voyez qu'on a beaucoup plus de distance entre les intervenants. Or, déjà là, il y a une modification, un changement dans non seulement le message, mais dans la façon de livrer le message. On veut donner l'exemple et on ne peut pas demander au peuple de garder des distances si pendant qu'on passe ce message, on est collés les uns sur les autres. Alors, les acteurs qui sont en jeu, puisqu'on est dans un... Hein, je reprends ma métaphore. Donc, les acteurs en jeu, toujours le premier ministre, je disais, qui est au centre. À sa gauche, ou plutôt à sa droite, à notre gauche, à nous, on a le directeur national de la santé publique qui est là à chaque point de presse depuis le début. Et selon les annonces du jour, ben, on a la ministre de la Santé que vous voyez ici à la gauche du premier ministre, ou ça peut être aussi le ministre de l'Éducation, le ministre de la Famille, la ministre des Aînés, le ministre de l'Économie, selon les annonces qui seront faites quotidiennement. Mais on a toujours donc ces deux acteurs principaux qui sont le premier ministre et le directeur national de la santé publique. Vous remarquez aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on véhicule ce message, comment on fait ce point de presse. Alors, tout le monde est assis derrière une grande table.
On a les dossiers près de soi, on fouille souvent dans les papiers, on sort des graphiques, on relit des notes. Alors, ça donne une idée de sérieux, hein, de gens au travail et aussi de travail d'équipe, parce que tout le monde est sur le même plan. Comparativement à ce qu'on voit du gouvernement du Canada, donc le gouvernement canadien tient aussi un point de presse depuis le 11 mars, un peu avant celui du Québec. Donc, on voit ici le premier ministre debout avec la ministre de la Santé, le ministre de l'Économie et bon, différents acteurs importants. Mais on voit déjà qu'il y a une différence, hein, parce que les gens sont debout. Il n'y a que le premier ministre qui prend la parole, qui a des notes, et les autres sont derrière, donc derrière lui. Et depuis le tout début, ou presque, parce que là, vous avez une photo du 11 mars, mais à partir du 12 ou du 13, le premier ministre Trudeau est seul pour le point de presse et il n'est jamais accompagné, donc il est seul à prendre la parole avec ses notes. Il y a aussi certains points de presse qui sont faits par d'autres acteurs importants du gouvernement, la ministre de la Santé, le ministre des Affaires internes ou de l'Économie, mais jamais en même temps que le premier ministre et surtout pas en présence. Alors déjà, ces points de presse qui sont quotidiens depuis le 11-12 mars, ça nous oblige, parce qu'on est confinés, à suivre justement ces points de presse, un peu comme un feuilleton, hein. Les téléspectateurs sont rivés à leur petit écran dès le début, dès 12h30 ou 13h, ou à la radio, parce que c'est transmis aussi à la radio publique. On veut connaître la suite, donc c'est pourquoi j'avais cette image de feuilleton qu'on suit et que je reprends cette métaphore. À ces stratégies de communication, de points de presse quotidiens, télévisuels, il y a bien entendu aussi l'information qui est diffusée régulièrement et mise à jour régulièrement aussi sur les sites du gouvernement. Donc, ici, j'ai mis la page principale du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Et pour la suite, je vais me concentrer sur le Québec. Donc, quel est le message, quel est le ton qui est accordé? Alors, chaque jour, comme je le disais, à 13h pile, on est arrivé devant son petit écran et on voit arriver ce trio. Donc, il y a une stratégie, hein, de communication qui est très claire. Or, on voit les acteurs principaux arriver dans le corridor du Parlement pour aller s'installer pour la conférence de presse. Alors, c'est le trio qui arrive ou le quatuor, selon qu'il y aura 3 ou 4 intervenants. Toujours le premier ministre qu'on voit ici au centre, suivi de Horacio Arruda, hein, qui est le directeur national de la santé publique, qui est devenu un peu une vedette ici. Et selon le point qui sera le plus important dans la journée, on a, comme je le disais tout à l'heure, un ministre ou une ministre qui accompagne ces deux principaux acteurs. Donc, et selon aussi hein, le thème du jour, si je peux dire, hein, l'intrigue du jour, cette personne peut même ouvrir la marche. Alors, l'image est très forte, hein, celui ou celle qui mène la marche annonce déjà le sujet qui sera à l'honneur. Ici, c'est la ministre des Aînés. Et juste avant ce point de presse, il y a toujours un message tweet qui est envoyé par le premier ministre et un message sur sa page Facebook. Donc, cette stratégie de communication, elle est très, très bien rodée depuis le début. Alors, on annonce quelques minutes avant l'entrée en scène du trio de quoi il sera question dans l'allocution du premier ministre. Et le message, il est aussi toujours à peu près rodé de la même façon. On a le premier ministre qui prend la parole dans un premier temps pour
le bilan, donc les nouveaux cas, les morts malheureusement, et qui offrent ses sincères condoléances aux familles. Donc, ensuite, toujours, le premier ministre annonce les mesures, les nouvelles mesures, les investissements, les nouvelles règles à respecter, fait un appel. Hein. Ici, on a un réel problème, un sérieux problème de main-d'œuvre dans les hôpitaux et dans les centres d'hébergement de personnes âgées. Notre taux de mortalité est très élevé pour le nombre de personnes qui vivent au Québec. Et on dit qu'environ 80 à 85% des morts ici ont en haut de 70 ans. Donc, on fait beaucoup d'appels aux travailleurs pour aller prêter main forte aux gens dans les centres de personnes âgées. Et on termine toujours de la même façon par des remerciements du jour, et le rappel des règles hein, qui constituent les règles d'hygiène élémentaires et les règles de sécurité, c'est-à-dire rester à 2 mètres, tousser dans son coude et se laver les mains. Et on finit toujours avec un leitmotiv, ça va bien aller. Donc, le premier ministre finit toujours avec cette phrase, ou presque. Hein, et il a quelques autres phrases leitmotiv comme ça, dont je parlerai un petit peu plus loin. Mais on finit toujours de la même façon. Donc, il y a une espèce de scénario qui accompagne l'équipe et qui fait en sorte qu'on est rassuré. Ce ton-là, et le message est rassurant, il est posé. En fait, il était rassurant et posé, je dirais, parce que ça allait bien tant que tout le monde restait chez eux. Hein, donc, tant qu'il y avait le confinement. On commence à déconfiner tranquillement ici au Québec, pas au Canada, mais au Québec. On semble être un peu plus pressé. Et donc, on a annoncé des mesures de déconfinement progressives depuis la fin avril. Et depuis ce temps, le message est moins bien contrôlé. Il y a des incohérences, des contradictions. Et c'est relevé dans la période de questions qui suit la conférence de presse, parce que la conférence de presse elle-même dure une trentaine de minutes, parce qu'après, bon, que le premier ministre ait pris la parole 10-15 minutes, il donne la parole au directeur de la santé publique et au ministre ou à la ministre qui l'accompagne, et suit une période de questions auxquelles les journalistes sont conviés pendant une vingtaine de minutes. Donc, jusqu'il y a une semaine environ, tout ça allait assez rondement. Le message passait bien, la mécanique était bien rodée, mais depuis le début du déconfinement progressif, ça roule moins bien. Alors, on avait installé un rituel, une assurance depuis le début, une grande cohérence dans les interventions, un contrôle du message, et on avait des expressions phares. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez à l'écran, parce que moi, je ne vois pas. Si, des expressions phares. Si. OK, bon, parfait. Oui. Alors, on met le Québec sur pause, il faut protéger nos anges gardiens, il est important de respecter les consignes. Cette bataille-là, on va la gagner ensemble. Donc, ce sont des expressions qui sont répétées chaque jour ou presque, avec le « ça va bien aller », évidemment. Donc, tout ça, ça allait bien tant que tout le monde était à la maison, mais ça commence à être un petit peu plus incohérent depuis quelques jours. On met en opposition Montréal et le reste de la province parce que les cas sont majoritairement dans la région de Montréal. Comme je le disais tout à l'heure, les morts ici sont surtout des gens qui ont plus de 70 ans. Ce qui fait qu'il y a comme une opposition entre les vieux et les plus jeunes, les services essentiels versus les loisirs, etc. Donc, ça roule un peu moins rondement depuis quelques jours. Donc, d'où justement l'importance de la télé et de la radio nationale en ces temps de pandémie. Avec les personnages qui sont importants, hein, qui sont secondaires, certes, mais essentiels, hein, les journalistes, les experts, qui nous informent, enquêtent, questionnent. Au début, les journalistes se faisaient reprocher même d'être
trop insistants alors qu'ils étaient en cohérence avec le message gouvernemental, mais questionnaient quand même certaines décisions. Mais tout était fait très timidement, alors que plus on avance dans le temps, plus les journalistes reprennent, je dirais, le rôle de journaliste qui est celui de questionner, d'analyser, de critiquer et de faire réfléchir. Alors, ce rôle pédagogique, ce rôle de vulgarisation, il est extrêmement important puisque cette nouvelle, entre guillemets, qui est la pandémie, prend toute la place dans les médias et dans l'information. Donc, c'est la seule nouvelle ou presque dont on entend parler. Toutes les autres nouvelles, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles, sont associées à la pandémie. Et c'est la même chose un peu pour les nouvelles qui nous viennent d'ailleurs. Alors, le plus souvent, c'est pour mettre en comparaison le Québec avec les autres pays. Ce que j'ajouterais tout simplement, c'est que ce qui a été aussi, ce qui est particulier, ce qu'on observe aussi, c'est une publicité qui s'ajuste, pardon. Donc, on a récupéré l'enjeu. Et outre les publicités du gouvernement qui nous donnent aussi de l'information, toutes les publicités, donc ça aussi c'est intéressant du point de vue de la communication, il me semble que toutes les publicités qui sont faites à la télé font d'une façon ou d'une autre allusion au confinement ou à la COVID-19. Donc, est-ce que c'est par solidarité ou par opportunisme? Ça, on pourra en discuter après, mais la publicité s'ajuste. Et je trouve dommage, j'avais préparé une belle dernière diapo pour terminer, pour dire qu'on ne connaît pas encore la fin de cette histoire, on ne sait même pas si elle aura une fin, mais on pourra analyser après coup justement comment cette communication pendant la pandémie aura été efficace pour faire en sorte que les gens adhèrent ou non à ce qui nous est proposé et ce qui nous est demandé de la part du gouvernement pour faire face à cette crise. Et j'avais une dernière diapo justement où je demandais, et ailleurs en Amérique, puisque je suis au Québec, au Canada, mais je suis aussi en Amérique, quand on regarde certains de nos voisins, on ne peut qu'être d'accord avec la journaliste que j'écoutais hier à la télé et qui disait qu'en temps de crise, le message se doit d'être clair, conséquent, constant et cohérent, ce qui n'est pas le cas partout. Et là, j'avais pour vous deux photos de présidents en Amérique qui ne répondent pas à ces qualités. Alors, je vous laisse deviner lesquelles. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et désolé pour le contretemps et l'interruption hors de mon contrôle. C'est pas grave. Donc, merci beaucoup. Les conférences en ligne, ça connaît de temps à autre ces coupures. C'est normal, surtout en cette période de confinement où tout le monde est connecté. Internet ou bien le réseau, il est vraiment condensé. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation.